Bonjour tout le monde. L'intitulé du thème d'aujourd'hui concerne les craniosténoses. Vous savez très bien que la craniosténose est une pathologie qui est fréquente et elle est fréquente et on la voit surtout, elle est diagnostiquée surtout cliniquement, c'est-à-dire que le diagnostic il est plus clinique. Après, il y a des explorations afin de donner le diagnostic définitif de la craniosténose. Donc, les craniosténoses, les os du crâne sont reliés entre eux par une zone de transition qui est appelée les sutures. Donc, définition de la craniosténose. Ce sont, qui dit craniosténose synonyme, c'est une craniosynostose. C'est lié à la disparition prénatale ou à la fusion prématurée d'une ou de plusieurs sutures. S'il vous plaît, essayez de couper le sang. Ils peuvent être associés à des anomalies de croissance squelettique, faciale aussi, et dans le cadre d'une dysostose crânio-faciale. Cette absence de suture a pour conséquence une déformation du crâne et de l'encéphale. Et elle résulte, ce qu'on appelle, provoque un syndrome d'hypertension intracrânienne. En revanche, la craniosténose, dans la majorité des cas, elle est isolée et elle peut être accompagnée par des déformations qui sont dites syndromiques, appelées dans le cadre d'une des maladies qui sont très complexes. Il y a le syndrome de Crouzon, il y a le syndrome d'Apert, Playfair et de forme métabolique. Donc, on va passer au rappel anatomique. On sait très bien que la boîte crânienne et à la naissance, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon toujours le melrera, elle est ouverte. Donc, il y a la suture métopique, il y a la suture coronale, la suture sagittale et la suture lambdoïde. Donc, la suture coronale, c'est le lien entre les deux os frontales. La suture coronale, c'est entre l'os frontal et l'os pariétal, une partie de la région temporale. Et la suture sagittale, c'est entre l'os de part et d'autre, l'os pariétal. Il y a aussi la lambdoïde, c'est pariéto-occipitale, une partie de la région temporo-occipitale. Donc, ce sont des sutures que l'enfant, quand il est né, ils existent. Mais il y a des sutures qui fusionnent juste à la naissance. Et il y a une partie qui reste ouverte. C'est cette-là qui reste ouverte, c'est ce qu'on appelle la suture bregma. Bregma qui a un aspect triangulaire qui reste ouverte. Donc, pour laisser le temps au cerveau de prendre l'âge de maturité et ainsi, il y aura une augmentation du périmètre crânien à la naissance qui ne doit pas dépasser un certain chiffre. Il y a la courbe du périmètre crânien. Donc, à la naissance, le premier mois, il augmente de 2 cm chaque mois, après 1 cm, après un demi-centimètre. Donc, après, il y aura fermeture de cette frontalin qui est la bregma. Donc, sur le plan étiologique, bon, c'est vrai que la craniosténose, elle est surtout diagnostiquée au Maghreb, mais elle peut exister partout au monde. Il s'agit sur le plan génétique d'un syndrome de déterminisme génétique, parce qu'on dit qu'il y a ce qu'on appelle le facteur génétique qui intervient, donc elle est d'une transmission autosomique récessive. Donc on dit que est-ce que les parents, ils ont déjà une craniosténose ou dans la famille, est-ce qu'il existe des gens qui ont une craniosténose. La mutation dominante, elle existe dans la maladie d'Apert, et dans la maladie de Crouzon et Pfeffer et de Seychellen. Donc, il y a la forme dominante, il y a la forme autosomique récessive dans le syndrome de Carpenter. Dans la craniosténose pure,
les cas sporadiques prédominent nettement. L'atteinte longitudinale, bien sûr, pourquoi l'atteinte longitudinale? Je vous ai fait le rappel sur la région sagittale, c'est quand il y a une suture prématurée des sutures, de la suture sagittale, donc il y aura ce qu'on appelle la scaphocéphalie. Après, on va voir les formes et les différentes, la classification dans les crânosténoses, d'après Renier. Et elle est fréquente et on la voit surtout chez les garçons. Il y a la forme aussi, la brachycéphalie, qui se voit surtout chez les filles. La brachycéphalie, elle prend seulement un côté de la suture coronale des deux côtés. Donc, il y a une certaine forme qui va prendre la tête. Donc, il y aura un aplatissement du lobe frontal. Donc, il y a la scaphocéphalie, il y a la brachycéphalie qui est fréquente chez les filles. Les formes familiales, ça existe, je vous ai dit, puisqu'il y a la forme héréditaire. On pose toujours la question, est-ce que dans la famille, il y a des enfants qui sont nés avec cette malformation? Est-ce que le papa avait une malformation? D'ailleurs, même de temps en temps, les parents qui accompagnent l'enfant, on voit chez eux comme quoi il y a une craniosténose. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle existe, il y a les formes familiales. Les troubles métaboliques, aussi, on la voit surtout dans les troubles métaboliques phosphocalciques, surtout le rachitisme, et l'hyperthyroïdie. Les troubles métaboliques glucidiques, surtout dans les micropolysaccharidoses et les oligosaccharidoses. La pathogénie, elle est complètement inconnue dans la plupart des cas de craniosténose. Elle a un début prénatal, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette malformation congénitale qui se fait, c'est-à-dire juste à la formation de la tête, du crâne pendant la période de formation de l'embryon, c'est-à-dire fœtale. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est ayant un début prénatal. Dans la trigonocéphalie, la proportion des grossesses gémellaires, on la voit surtout chez une grossesse gémellaire, c'est-à-dire chez les jumeaux, et pas seulement chez les jumeaux dans 20% des cas, et dans les grossesses pathologiques amenées à soulever une hypothèse d'une cause mécanique in utero, c'est-à-dire il y a eu des problèmes soit pendant l'accouchement, soit pendant la grossesse. On a les classifications. On a la classification de Monteau-École. Il y a les craniosténoses simples, c'est-à-dire non syndromiques, et les dysmorphies crânio-faciales, c'est-à-dire les craniosténoses qui sont complexes, qui sont accompagnées par des syndromes, c'est-à-dire par d'autres malformations plus complexes. Je l'ai déjà cité tout à l'heure. Il y a la scaphocéphalie qui touche la suture sagittale. Donc, la synostose, c'est la fermeture précoce des sutures qui se fait surtout sur la suture sagittale. Il y a l'acrobrachycéphalie, c'est la corona, c'est-à-dire les deux sutures coronales. Donc, la sagittale, c'est tout le long du vertex. Il y a la corona, c'est entre l'os frontal et l'os pariétal. Il y a la trigonocéphalie, c'est cette suture-là. Donc, il y a une synostose rapide. Donc, dès qu'il y a fermeture, donc l'os, le cerveau, il a tendance à augmenter de volume. Donc, il pousse les deux os frontales. Donc, on a généralement une un aspect triangulaire au niveau de la tête. La scaphocéphalie, quand il y a une fermeture rapide au niveau de la suture sagittale, donc la tête, elle a tendance à grandir dans ce sens-là parce que là où elle trouve de l'espace, le cerveau pousse. Donc, il va pousser dans ce sens-là. La brachycéphalie, c'est les deux sutures coronales, donc ils ont tendance à le front qui soit bien aplati avec l'arcade orbitaire qui disparaît. Et donc, la tête, elle a tendance à s'aplatir par là et à grandir de l'autre côté. La plagiocéphalie, c'est l'hémicoronale, c'est-à-dire une seule suture coronale. Donc, si cette suture, elle se ferme rapidement, bien sûr, le cerveau, il va pousser sur l'autre côté. Donc, on aura une tête complètement déformée dans ce sens-là. Et la pachycéphalie, c'est la lambdoïde, c'est-à-dire par derrière. Les dysmorphies crânio-faciales complexes, c'est-à-dire qu'ils vont s'accompagner par d'autres syndromes et d'autres malformations. On a ce qu'on appelle le crâne en feuille de trèfle.
décrite par Clover Leaf School, par synostose lambdoïde et coronale, c'est-à-dire les deux sutures coronale et la lambdoïde. Donc on aura l'aspect de feuille en trèfle. La dysostose crânio-faciale de Crouzan. Crouzan, il est très fréquent, il était très fréquent en Méditerranée. Et c'est la synostose coronale et la dysmorphie faciale, c'est-à-dire il y a même une malformation faciale qui s'accompagne avec la synostose coronale, c'est-à-dire des deux sutures. Et le syndrome d'Apert qu'on va voir un par un et on va les discuter. Et il y a le syndrome de Hudson et le syndrome de Carpenter. Il y a aussi la troisième classification, c'est les fasciosténoses, c'est-à-dire il y a même une soudure, même au niveau des os de la face. Donc, il faut retenir que dans la craniosténose, il y a les craniosténoses simples qui prennent seulement les sutures de la tête, c'est-à-dire les sutures coronales de la tête, les dysmorphies crânio-faciales qui vont s'accompagner avec d'autres malformations associées, et on a les fasciosténoses qui s'accompagnent avec la suture même des os de la face. La description. Donc, quand on dit description, on dit clinique. Et je vous ai dit que la craniosténose, elle est diagnostiquée plus cliniquement. Donc, déjà, quand on voit l'aspect de l'enfant, généralement, c'est des enfants qui viennent. Bon, c'est vrai qu'il y a la forme de l'adulte, mais c'est surtout les enfants. Donc, la scaphocéphalie, il y a, je vous ai dit, c'est la suture sagittale. Donc, il y a une tête qui pousse dans ce sens-là. Donc, on a une tête qui augmente dans le sens longitudinal. C'est la plus fréquente. Donc, il existe un allongement antéro-postérieur. Vu que ça se ferme rapidement comme ça, donc le cerveau, il va prendre le développement dans le sens opposé, parce qu'il a besoin de l'espace. Donc, avec rétrécissement transversal. Le front est haut, avec un aspect en poire, par rétrécissement au niveau des fosses temporales. Il va s'aplatir comme ça, il va s'agrandir dans le sens, dans l'allongement antéro-postérieur. Le périmètre crânien va augmenter de volume, il va augmenter il va dépasser les 3 dérivations standards. Je vous ai dit qu'on a un périmètre crânien qui augmente au fur et à mesure depuis la naissance jusqu'à 2 ans, 3 ans, des fois même jusqu'à 2 ans. Donc, le périmètre crânien, on a une courbe, que cette courbe doit suivre la croissance de l'enfant. Mais quand il y a plus de 2 dérivations standards, on sait que la tête, elle a augmenté plus que normalement. Donc, il y a une augmentation du périmètre crânien, plus de 3 dérivations standards. Ici, c'est la forme de la scaphocéphalie. Vous voyez comment, puisqu'il y a fermeture de la suture sagittale rapidement, précoce, donc ce qu'on appelle une craniosynostose ou une craniosténose, c'est la fermeture précoce de la suture. Donc vous voyez la tête comment elle est dans le sens d'une poire. Donc elle pousse en antérieur et en postérieur. Donc vous voyez, là c'est la suture coronale, là c'est la suture lambdoïde et la suture sagittale, elle est en haut. La trigonocéphalie, je reprends, la trigonocéphalie, c'est celle-là, c'est la mytopique. Celle-là, c'est la mytopique, c'est-à-dire la médiane. Donc, il y aura une fermeture précoce de cette suture-là. Donc, la synostose se manifeste par des bourrelets médians, parce que c'est juste là, donc elle est médiane, et visible et palpable, bien sûr, parce que c'est juste en face c'est-à-dire sur la région antérieure de la région frontale. Donc, la grande frontale elle reste perméable, le front est petit, avec un aspect triangulaire. Donc, ça donne cet aspect-là. Donc, d'où le nom trigonocéphalie, parce que ça va être dans l'aspect triangulaire, donc trigonocéphalie. Donc, les bosses frontales vont s'aplatir. Il n'y aura pas ces 2 bosses frontales qu'on les voit, qu'on les palpe. Donc, dans la trigonocéphalie, on voit directement l'os qui est pointu en avant. Sont orientés vers l'avant et latéralement. Cette aplasie des bosses frontales s'accompagne
d'une varus orbitaire. Bien sûr, elle va jouer sur l'arcade orbitaire, puisqu'il y aura fermeture des sutures. Donc, l'arcade orbitaire, il n'y aura plus cet aspect d'arcade orbitaire. Donc, elle va s'aplatir. Les sourcils apparaissent élevés par rapport aux arcades. Les pariétaux sont soufflés ultérieurement. Ici, c'est un aspect, vous voyez, surtout, on fait coucher l'enfant en décubitus dorsal et on voit cet aspect triangulaire. Donc, même l'arcade orbitaire, elle n'est pas vraiment visible, vous voyez. Donc, vous avez cet aspect de trigonocéphalie, dans le nom de trigonocéphalie. Donc, c'est cette suture-là qui est fermée précocement. La plagiocéphalie, c'est l'hémicoronale, c'est-à-dire une seule suture coronale, vous voyez. Donc, c'est une synostose d'une seule suture coronale, donc l'organique est secondaire à une synostose prématurée d'une hémiceinture coronale, c'est-à-dire de la suture coronale d'un seul côté, donc étendue à la base au niveau du système suture fronto-sphénoïdal et sphénotemporal. Le franc est asymétrique, puisque celui-là, il va s'aplatir, mais celui-là, il va un petit peu sortir. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une asymétrie des deux côtés. On voit clairement que ce côté-là, il sort par rapport à l'autre côté. Donc, le franc est asymétrique, aplati, reculé vers le côté atteint. Il existe une ascension et un recul du rebord orbitaire, parce que même ce bord orbitaire est complètement aplati, il est reculé en arrière, on ne voit, même quand on patte, on ne patte pas bien. C'est-à-dire il n'y a pas cette arcade orbitaire parce qu'il va être aplati. Avec l'âge, la déformation affecte la région postérieure par le biais d'un déplacement du rocher vers l'avant, entraînant un aplatissement de l'hémicrâne ipsilatéral réalisant une forme convergente. Bien sûr, c'est complètement cet hémisphère qui va se déplacer comme ça et l'autre qui va se retirer. Donc, on aura une tête complètement déformée. Vous allez voir les images, vous voyez, regardez, c'est complètement ce côté-là qui sort, mais c'est celui-là qui est touché, c'est cette partie-là qui est aplatie qui est touchée. Même en décubitus dorsal, on voit que ce côté, il sort par rapport à l'autre côté, mais c'est la synostose, elle est de ce côté-là. Donc, vous voyez, il y a disparition de l'hémiceinture coronale. Normalement, cette suture, elle est là, elle existe, et de l'autre côté, normalement, elle existe. Mais là, elle est complètement portée disparue. Donc, il y a eu une fermeture précoce de la suture coronale. La déformation crâniale positionnelle, c'est par rapport aux positions de l'enfant quand on le met soit à droite, soit à gauche et on le laisse sur le même côté. Donc, il y aura un aplatissement. Donc, c'est une déformation et non une malformation, le plus souvent appelée improprement la plagiocéphalie postérieure, qui est due à un appui excessif sur un crâne ou en croissance et dont la suture sont perméables et compétentes. Donc, le crâne est aplati d'un côté, du côté de l'appui. Si je le mets tout le temps sur ce côté-là, donc il y aura systématiquement un aplatissement de ce côté. Donc, ce côté, il va s'aplatir sur l'autre par, bien sûr, le système de pesanteur. Avec souvent une légère avancée frontale, le crâne est voilé. L'oreille du côté plat est avancée et souvent élevée. La brachycéphalie, c'est la synostose coronale des deux côtés. C'est la plagio, c'est d'un seul côté, la brachie, c'est des deux côtés. Donc, c'est les deux sutures coronales qui se ferment précocement. Donc, c'est une crânio-fasciosténose essentiellement caractérisée par une brièveté du crâne dans le sens antéro-postérieur. Le franc est haut et large, il est bien aplati et haut et large, vous le voyez là. Il est complètement aplati et comme s'il est tiré en haut. Le franc est haut large, reculé et aplati dans sa moitié inférieure et bombant dans sa moitié supérieure. C'est au niveau du bandeau orbitaire, c'est au niveau de ces bandeaux orbitaires, c'est-à-dire toujours l'arcade orbitaire, qu'il y a complètement un aplatissement.
de rétrusion qui entraîne en arrière le squelette nasal. Les coronales sont ossifiées et remplacées par un bourrelet osseux. La fontanelle bregmatique reste ouverte au début, c'est la bregma ici, elle reste ouverte, mais après, elle va se fermer. L'élément essentiel est l'exorbitisme par défaut de profondeur des orbites, puisqu'ils vont s'aplatir. Donc, les yeux ils vont apparaître comme s'il y a une exophtalmie des deux côtés. Les formes les plus frappantes sont observées dans le syndrome de Crouzon et d'Appert, parce qu'il y aura vraiment une exophtalmie qui est très importante. Donc, vous voyez la brachie, on voit que le front est très grand, il augmente de hauteur, il est aplati vraiment en arrière. Et même sur le plan les yeux, il y aura une petite extravasation des yeux, puisqu'il n'y a pas cette arcade qui, sur le plan esthétique, essaye de ramasser l'œil à l'intérieur de l'orbite. Donc, comme il y a un aplatissement, donc l'œil, elle a tendance à sortir. Ici, c'est familial, c'est une brachycéphalie familiale où il y a la maman aussi qui a ce problème-là de brachycéphalie. Vous voyez surtout le profil qui est bien mis en évidence. L'oxycéphalie, c'est pratiquement la fermeture bien sûr tardive des sutures coronales, mais on dit que l'oxycéphalie est très fréquente au Maghreb et elle touche non seulement les sutures coronales, mais elle peut toucher plusieurs sutures coronales en même temps. Et c'est une urgence par excellence. Le front est globalement basculé vers l'arrière et en continuité, il n'y a plus d'angle frontonasal, le rebord orbitaire supérieur est reculé, les sourcils se situent en arrière du plan antérieur de la cornée et qui donne une impression d'exophtalmie qui est très importante. Et l'ossification de la fontanelle bregmatique. Donc, elle est fréquente en Afrique, souvent découverte tardivement, avec une hypertension intracrânienne très importante parce que ça entraîne même à la longue et rapidement une cécité due à l'hypertension intracrânienne. L'oxycéphalie, c'est dans le cas de photos où on voit vraiment il y a une suture des deux côtés et ça entraîne même des signes d'empreinte. Vous les voyez, les signes d'empreinte qui sont en faveur de le syndrome d'hypertension intracrânienne. La pachycéphalie, c'est la lambdoïde, c'est-à-dire en postérieur, la lambdoïde. Il s'agit d'une entité qui est très rare. Mais elle existe. Il existe une hypoplasie avec un aplatissement de l'occiput, parce qu'il y aura une fermeture précoce, donc il y aura un aplatissement de l'occiput. Et donc, avec un discret développement compensateur de la partie antérieure du crâne. C'est-à-dire, je vous ai dit, quand il y a une fermeture rapide d'une suture, donc le cerveau, il a tendance à pousser l'os parce qu'il cherche de la place pour se développer. Donc, systématiquement, ça va être en avant. Comme pour la scaphocéphalie, ça ferme sagitalement, donc ça pousse dans le sens longitudinal. La plagio, un seul côté, de l'autre côté, donc ça pousse de l'autre côté. Donc, c'est toujours le sens opposé. Là, il y a une fermeture rapide, donc le cerveau, il va pousser l'os de ce côté-là. Donc, on a une tête qui est plus développée en antérieur. Et elle est aplatie en arrière. Elle est soit unie, soit bilatérale. Elle peut s'associer à d'autres synostoses, en particulier la sagittale. Généralement, la lambdoïde, la pachycéphalie, on la trouve généralement associée à d'autres craniosténoses comme la brachycéphalie. Donc, ce qu'on appelle l'aspect de crâne en trèfle. Vous voyez, l'aspect en crâne de trèfle. Là, c'est des photos d'un bébé, bien sûr en décubitus ventral, pour voir l'aplatissement. Même, regardez, en décubitus dorsal, il y a cet aplatissement qui montre que c'est la suture en arrière qui est touchée. Hein, suture lambdoïde. Vous voyez, même la teinte, elle a tendance, donc le cerveau, il a tendance à pousser en haut et en avant. Le cloverleaf skull, c'est rare, très rare.
La tête est trilobée avec une implantation base des oreilles. Pourquoi? Parce que c'est une dysmorphie faciale avec un hyperthyroïsme et un aplatissement des racines du nez et du palais ogival. Le retard psychomoteur est important et le pronostic est très sombre parce que ça a tendance à pousser au niveau de la région temporale et ça donne un syndrome d'hypertension qui est très important et ça peut passer un pronostic qui est très sombre. Donc on aura un exorbitisme majeur avec un défaut de protection oculaire parce qu'il y aura plus la fermeture oculaire qui se fait systématiquement. Donc les yeux vont rester excavés, donc ça donne des complications au niveau de la cornée. Et sur le syndrome d'hypertension intracrânienne qui évolue très rapidement. C'est le syndrome de Pfeiffer, l'hydrocéphalie du crâne triplesse, parce que le vide il va être rempli par du LCR. La maladie de Crouzon, c'est une maladie qui est héréditaire. C'est une dysostose crânio-faciale qui touche plusieurs sutures. On aura bien sûr une impression digitiforme qui sont fréquentes. Le volume de la fosse postérieure est diminué et à l'IRM, on voit qu'il y a une fosse qui est très petite avec un engagement cérébelleux associé à une syringomyelie. Généralement, même les crânosténoses s'accompagnent, ce qu'on appelle avec les Arnold-Chiari, avec d'autres malformations comme les agénésies du corps calleux, avec l'atrésie des Cohen, avec les spondylodactylie. Donc, dans la maladie de Crouzon, elle peut s'accompagner avec l'hydrocéphalie et avec une malformation d'Arnold-Chiari. Donc, ça pousse, donc c'est l'hydrocéphalie, donc on aura systématiquement d'autres malformations associées. Et elle peut s'associer surtout aussi avec une hypoplasie maxillaire supérieure. On le voit déjà avec le signe d'exophthalmie. Donc, c'est un cas de surligne IRM cérébrale avec une cavité syringomyelie et un Arnold-Chiari type 1. Le syndrome d'Apert, il s'agit fréquemment, constamment d'une synostose bicoronale, c'est-à-dire des deux côtés de la suture coronale, l'incidence de profil objectif, une hypoplasie du maxillaire supérieur, l'imagerie par résonance magnétique indispensable montre des anomalies intracrâniennes associées. Les ventricules sont habituellement dilatés, ils peuvent s'accompagner avec une hydrocéphalie active, et le septum pellucidum kystique en absence, c'est-à-dire il y a absence du septum pellucidum, du corps calleux, c'est la génésie du corps calleux, et on peut avoir ce qu'on appelle les mégaciternes. La radiographie des extrémités montrant la part osseuse des syndactylies. La syndactylie, c'est quoi? Signifie que les doigts sont collés. C'est une malformation congénitale qui est due à un défaut de séparation des rayons digitaux. Donc, c'est-à-dire que les doigts sont collés. On peut avoir 3 doigts qui sont collés, 2 doigts qui sont collés, soit la main, soit les pieds. C'est ça la syndactylie. Le syndrome de Cotzen, c'est une crâniosténose variable. C'est une ligne d'implantation des cheveux de la base, ici, avec un hyperthylorbitisme, une syndactylie associée à des anomalies de la colonne vertébrale. Il faut toujours examiner les autres membres de la famille devant un cas suspect. Il faut avoir qu'il peut exister un transmetteur sain. Donc, c'est un cas de stigmate de syndrome de Sachs-Coutson, c'est avec un ptosis, vous le voyez, l'image A, il y a un léger ptosis et une syndactylie au niveau des doigts et un élargissement du gros orteil. Le syndrome de Carpenter, décrit par Carpenter au XXe siècle, est nommé ainsi depuis 1966. Ce syndrome rare comporte une synostose lambdoïde, sagittale, et s'étend plus tard aux sutures coronales. La dysmorphie est majeure, confinant au crâne en trèfle. Vous voyez l'aspect en trèfle? Il y a une synostose de la suture lambdoïde, donc le sens, il va se développer dans ce sens-là. Et
et il va s'accompagner d'autres malformations et l'aspect en trèfle. Les doigts sont courts, boudinés, avec un clinodactylie et surtout une polydactylie au pied, caractérisé par un syndrome et un syndactylie. Donc, il faut comprendre que la craniosténose, je vous ai dit que la craniosténose peut être isolée. En revanche, elle peut être accompagnée dans 20% des cas d'un groupement syndromique, et c'est les syndromes que je viens juste de les citer. Donc, ces malformations, ces groupements syndromiques s'accompagnent avec d'autres malformations comme la syndactylie, la trisie de Couronne, les fentes palatines, l'holoproencéphalie. C'est quoi la fente palatine labiale? C'est la déchirure de la lèvre supérieure. Et vous avez aussi la trisie des couronnes, c'est l'interruption de la continuité de l'œsophage. Et on a aussi la génésie du corps calleux, c'est l'absence du corps calleux. L'holoproencéphalie, c'est une malformation complexe cérébrale qui est due à un défaut de clivage médian du proencéphale lors du développement embryonnaire. Donc, toutes ces malformations, c'est surtout lors du développement embryonnaire, c'est-à-dire pendant la formation du fœtus en intra-utérin. Il y a la lantchiarie, il y a la cryptorchidie. C'est quoi la cryptorchidie? C'est la descente des testicules spontanés. Et il y a l'hypogonadisme. Donc, ces malformations peuvent s'accompagner les craniosténoses. Et ça donne ce qu'on appelle un regroupement syndromique. Donc, devant une malformation crânienne ou crânio-faciale, quand on voit un enfant qui rentre à la consultation, on suspecte chez lui qu'il y a une malformation crânio-faciale ou une craniosténose. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant cette malformation systématiquement? Bien sûr, on va demander directement des radios du crâne. Les radios du crâne, on a les radios du crâne face, profil, surtout pour voir quel est le type, et on peut classer le type de craniosténose. Et c'est avec les radios du crâne qu'on peut voir quelle suture qui a été, c'est-à-dire il y a eu une suture précoce, quelle est cette suture qui a été fermée avant l'âge. Donc, la radio du crâne permet de nous voir les synostoses, qui se traduisent, c'est quoi une synostose? C'est la disparition de l'aspect dentelé des sutures. Donc, on voit qu'on est au niveau du crâne qu'il y a l'aspect dentelé de part et d'autre, surtout le corona. Et de profil, on peut bien sûr voir la forme et on peut voir même la suture lambdoïde. Donc, on voit qu'il y a disparition totale de ces sutures-là. Donc, il peut exister aussi des condensations des berges, donc l'aspect d'un élargissement des sutures, et les impressions digitiformes qui sont souvent présentes. C'est quoi les impressions digitiformes? C'est les signes d'HIC, c'est-à-dire que le cerveau souffre. Pourquoi? Parce que le cerveau, il y a des sillons, et ces sillons vont laisser des empreintes sur l'os. Donc, vous avez ces aspects comme des petits géodes, c'est l'aspect, ce qu'on appelle les signes, les impressions digitiformes qui sont en faveur d'un syndrome d'hypertension intracrânienne. L'oxycéphalie, c'est la base du crâne est très déformée. Donc, il ne faut pas oublier que dans le cerveau, on a le vertex et on a la base. La base, on a 3 étages. Le premier étage, c'est la base frontale, c'est-à-dire ethmoïdale. On a ethmoïdale, on a les 2 toits de l'orbite. La deuxième impression, le deuxième étage, on a la petite aile, la grande aile du sphénoïde qui font d'en haut c'est la grande, en bas c'est la grande, en haut c'est la petite aile du sphénoïde, et on a la fosse temporale, et on a la région de la selle turcique. Donc c'est la partie moyenne du cerveau. Ici c'est la partie antérieure du cerveau, ici c'est la partie moyenne du cerveau, et on a la partie basale, c'est-à-dire le 3e étage qui constitue la fosse cérébrale postérieure. Ok, donc au niveau de la radio du crâne, on a la partie du vertex et on a la partie basale. Donc, dans l'oxycéphalie, la base du crâne est très déformée, avec raccourcissement et verticalisation de l'étage antérieur. Vous voyez, elle est très raccourcie. Généralement, elle est bien étendue, la première base, là où se reposent les 2 lobes frontaux. Donc, quand il se dépose, donc il y a un espace qui fait la base de l'étage antérieur. Donc, au niveau de cet étage, on va voir une verticalisation de l'étage antérieur.
le sinus phénoïdal est diminué en hauteur et la cellule turcique apparaît abaissée et inclinée vers l'arrière parce qu'il y a une fermeture rapide. Donc, la base du crâne, elle n'a pas eu le temps de se former et de prendre la place qu'il faut et de s'élargir et de prendre, c'est-à-dire même sur des radios simples, on peut voir qu'il y a un raccourcissement et un abaissement incliné vers l'arrière. On remarque l'empreinte profonde des sinus latéraux. Dans la brachycéphalie, c'est ici la brachycéphalie, on voit qu'il y a un aplatissement. Là, c'est l'oxycéphalie, là, c'est la brachycéphalie. La base du crâne est également déformée. L'étage antérieur est raccourci, on ne le voit pratiquement pas. Également, l'étage antérieur est raccourci, verticalisation concave vers le haut et en arrière. L'étage moyen est profond, c'est-à-dire il y a l'étage moyen est bien approfondi. Donc, devant une craniosténose, il y a ce qu'on appelle un bilan à faire. Je vous ai dit, il y a la radio simple, il y a le EEG, il y a le scanner. Le scanner, on demande toujours un scanner tridimensionnel pour voir les trois plans, c'est-à-dire en rotation, afin de voir exactement où est-ce qu'on peut faire notre acte chirurgical et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et voir aussi quelles sont les sutures qui sont les plus touchées. Parce que des fois, c'est vrai qu'on va pour une plagiocéphalie, mais on va se retrouver avec surtout s'il a avancé dans l'âge, donc on est obligé de voir même la suture sagittale. Et parce que je vous ai dit, il y aura pratiquement même une déformation de tout le crâne, même le rocher, on le voit qui est dévancé. Donc, au lieu de faire seulement une décompression unilatérale, on peut être amené à faire même ce qu'on appelle une décompression longitudinale pour laisser de la place au cerveau pour qu'il reprend sa reconstruction sur le plan esthétique et même sur le plan développement psychomoteur. Parce que chez l'enfant, le développement psychomoteur est très important dans la craniosténose. Et c'est un des signes qui nous permet de suivre après la chirurgie. Donc, l'EEG permet aussi de montrer s'il y a une souffrance ou une anomalie du parenchyme cérébral qui peut être évaluée dans 37% des cas. Le scanner, il y a les coupes sagittales et coronales qui, au niveau du crâne, surtout au niveau de l'orbite, et définir la position des différents éléments osseux. Elle objectivera surtout les anomalies cérébrales associées ainsi qu'une éventuelle hydrocéphalie, surtout dans les syndromes que je viens juste de vous citer, parce qu'ils sont complexes et ils s'accompagnent d'autres pathologies. Donc, l'IRM tridimensionnel est devenu un outil indispensable, je vous ai dit. Donc, c'est toujours tridimensionnel par rapport au plan et aux trois plans afin d'étudier précisément les anomalies de la base et du vertex au niveau, en cas de craniosténose. Ici, il y a des scanners, bien sûr, ça c'est la suture sagittale, là c'est coronale, là c'est la lambdoïde. Vous voyez, dans la trigonocéphalie, on voit que c'est pointu. Donc, sur le plan chirurgical, on doit agir surtout ici. C'est au niveau de l'étage antérieur. Donc, c'est une synostose de la suture coronale. Vous voyez qu'il n'y a pas de suture coronale qui est lisible. Et ici, c'est la scaphocéphalie, c'est la suture sagittale. Donc, il y a disparition de cette suture qu'on voit ici. La suture, elle est lisible dans la trigonocéphalie, mais dans la scaphocéphalie, il y a disparition de la suture. Et dans la plagiocéphalie, c'est une seule suture qui est partie disparue, c'est parce que ça prend en considération surtout la suture d'un seul côté, la suture coronale. Et dans les coupes de reconstruction, ça nous permet aussi de voir même les cellules d'empreinte. Les cellules d'empreinte, c'est très important, c'est ce qu'on appelle les impressions digitiformes. Dans le cas aussi, on peut être amené à calculer l'APIC, l'enregistrement pendant 24 heures, et l'IRM pour chercher d'autres malformations comme l'Arnold-Chiari, comme les hydrocéphalies. Et c'est un outil de diagnostic des différentes lésions parenchymateurs associées à la détection des souffrances cérébrales. La radiographie des mains et des pieds à la recherche de la scène dactylie et l'écho cardio à la recherche d'autres malformations cardiaques associées. Donc, devant une craniosténose, on doit penser sur le plan clinique. Je vous ai dit, cliniquement, c'est des malades qu'on diagnostique cliniquement. Bien sûr, quand ils viennent avec une craniosténose simple, on peut voir que sur le plan de développement psychomoteur, il est normal.
mais enfin, on fait ce qu'on appelle un test psychologique. C'est très important pour évaluer en post-opératoire est-ce que la craniosténose a fait impact sur le développement psychomoteur et le test psychologique chez un enfant. C'est très important et ça touche surtout l'enfant à la naissance. Donc le test psychologique chez le nourrisson et chez l'enfant est très important avant d'opérer la craniosténose et avant de la prendre en charge. Et faire un bilan systématiquement, je vous ai dit, faire une radio simple, faire un EEG, faire un TDM scanner et faire un bilan visuel, un front 2, surtout si je vois qu'il y a des signes d'empreinte, il y a des signes d'hypertension intracrânienne, afin d'évaluer mon geste chirurgical et de suivre le post-chirurgical chez cet enfant. Est-ce que mon geste chirurgical a apporté quelque chose chez cet enfant? Okay. Donc, le traitement, c'est avant d'entreprendre le volet thérapeutique, il faut comprendre la dysmorphie, apprécier le retentissement fonctionnel, dépister les malformations associées. Le problème à considérer sont surtout le retentissement neuro-ophtalmologique, c'est-à-dire le bilan visuel. La protection des yeux dans le cas extrême des luxations des globes oculaires comme dans le Crouzon et dans le syndrome d'Apert aussi. Et les globes, des globes oculaires en dehors des orbites ont été décrits. La diminution de l'acuité visuelle due à la compression du nerf optique par le canal optique rétréci a été décrite. Donc, dans la majorité des cas, on est obligé d'aller décomprimer même le canal optique afin de donner une chance qu'il récupère cet enfant si bien sûr il est arrivé chez nous en consultation avant qu'il y ait une atteinte très avancée. Les problèmes d'ordre esthétique engendrant des troubles psychologiques graves. Pourquoi? Parce que c'est un enfant quand même, il est en pleine croissance. Bien sûr, il ne se rend pas compte, mais quand il va arriver à un certain âge, il va se dire pourquoi mes parents m'ont laissé mal formée. Donc, la chirurgie, elle a même un rôle sur le plan esthétique. Les méthodes thérapeutiques et techniques, bien sûr, on a la craniotomie unilatérale, linéaire. Il s'agit de réaliser une résection linéaire de 1 à 3 cm sur le trajet des sutures synostosiques. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, on a une seule suture qui est soudée. Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle une petite craniectomie élargie de 1 à 3 cm. Ou on peut être amené à faire des tranchées. Respectez bien sûr la dure-mère. Ne laissez aucun point osseux sur la dure-mère parce qu'il peut provoquer la déchirure de la dure-mère. Et atteindre à chaque extrémité une suture perméable. Milroth utilise cette technique mais applique des films de silastique sur les berges osseuses. C'est une technique simple et rapide. Elle permet une expansion de la voûte, c'est-à-dire il va là où il y a une synostose, au niveau de la suture sagittale, il va faire une petite craniectomie sur la longueur de la suture, c'est-à-dire il va recréer l'espace qui devrait y être. Donc, nécessite une croissance rapide et une malléabilité suffisante de la voûte pour permettre son remodelage. La réossification rapide chez les nourrissons nécessite un geste complémentaire pour retarder le processus. L'expansion reste limitée par la solidarisation des divers éléments de la voûte. Donc, quand il va agir seulement au niveau de cet endroit, sachez qu'il y aura des complications. Donc, il ne peut pas agir seulement sur un seul endroit sans faire la symétrie. Toujours aller agir, c'est vrai, faire une craniectomie, c'est-à-dire faire une résection linéaire, c'est vrai, il va laisser de l'espace pour que le cerveau repousse, il va essayer de reformer, mais dans la scapocéphalie, il faut agir aussi ici. Pourquoi? Parce que déjà la tête, elle est sortie. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une harmonie. Donc, la voûte est restée solidaire les uns aux autres par l'intermédiaire de la base du crâne. Ces craniotomies ne sont pas adaptées à tous les types de craniosténose. Bien sûr, chaque type de craniosténose a une chirurgie propre à cette malformation. Il y a aussi ce qu'on appelle le volet libre, c'est-à-dire faire des petits volets et les laisser sur place. Ici aussi, ça entraîne, elle permet une décompression plus efficace de la voûte, une meilleure réparation de l'encéphale.
Mais même cette technique, elle retarde aussi la procédure de l'ossification. La craniectomie retardée et la craniotomie totale. Donc, utilisée chez les enfants de plus de 2 ans, c'est-à-dire entre 2 et 4 ans, avec une dysmorphie importante. Donc, en cas de brachycéphalie, faire une craniotomie partielle est préférée. Elle va de l'arcade orbitaire jusqu'à 4 cm en arrière de la suture coronale. C'est-à-dire, on va faire un volet bicoronal, c'est-à-dire on va rabattre toute la peau jusqu'à le toit de l'orbite. Mais il faut aller faire ce qu'on appelle le volet, il va dépasser la suture coronale. Donc, cette craniotomie totale est préférée. Elle est étendue jusqu'à la fontanelle lambdoïde. Bon, cette craniectomie totale provoque ce qu'on appelle, c'est une décompression massive et immédiate de l'intervention, mais elle est durable. Donc, elle est réalisée après l'âge de 2 ans. Elle a un caractère choquant. La dépression sanguine est très importante et le port de casque est obligatoire parce qu'on va faire ils ont fait c'est une technique qui a été faite c'est-à-dire surtout parce que 2 ans, 4 ans, il y a fermeture des sutures, il y a un syndrome d'hypertension intracrânienne. Donc, certains auteurs, ils ont pensé faire une craniectomie pour, c'est-à-dire faire une décompression de syndrome d'HIC. Mais il y a eu quand même une mortalité qui était très importante. Le remodelage. Le remodelage, il est le plus utilisé. Il est obtenu par la taille d'un certain nombre de volets libres sous périosté dont la mobilisation tend à rétablir au niveau de la voûte un galbe normal. Les volets peuvent être maintenus à leur nouvelle place par des taquets osseux. Donc, cette technique, selon Rougerie, est utilisée quel que soit l'âge, surtout dans la trigonocéphalie, la plagiocéphalie, et après l'âge de 6 mois, dans les scaphocéphalies, les brachycéphalies, les oxycéphalies. Donc, ce sont ce qu'on appelle des volets de remodelage. On fait des volets, on essaye de les retourner de telle façon pour avoir une construction de l'os bien. C'est-à-dire, on doit reconstituer les deux lobes frontales symétriques, les 2 bosses frontales symétriques de part et d'autre. Si au niveau de la région pariétale aussi on a les 2 bosses occipitales, on doit aller aussi les remodeler de telle façon pour les avoir. Donc, il faut reconstruire une tête avec une boîte crânienne assez harmonieuse. La chirurgie crânio-faciale aussi, elle est très lourde. Elle est associée à un remodelage et surtout à un traitement aussi associé avec les maxillofaciales, qu'on doit la faire généralement. Donc, la lutte contre la réossification, c'est l'interposition des différents matériaux. Donc, ça provoque une lutte contre la réossification. Les matériaux inertes enrobement les berges par des films de polyéthylène ou de silastique. Les matériaux biologiques, c'est l'enrobement des berges osseux par du périos suturé de la dure mère. Donc, le pouvoir osséogène de la dure mère provoque ce qu'on appelle la réossification, se fait chez l'enfant à partir essentiellement de la couche externe de la dure mère. Certains auteurs ont préconisé soit la stérilisation de la dure mère par des produits chimiques, soit la résection de la dure mère ou de la couche externe. Le risque de lésion des sinus duraux est remplacé par une plastie faciale lata ou du périos, ainsi pour éviter la réossification rapide. Il faut donner le temps au cerveau de prendre de la place et de se développer. Dans la scaphocéphalie, on a ce qu'on appelle la craniectomie, interpariétale. L'indication, c'est la correction morphologique, c'est la décompression cérébrale à 4 mois, car plus on tarde, la réossification risque d'être incomplète. Donc, la tête, la position toujours en décubitus dorsal, tête surélevée, bien, et maintenue par des bio pour avoir tout le crâne qui doit être visible. Parce qu'une fois qu'on commence à faire la chirurgie, on doit voir la partie même postérieure du crâne, la partie antérieure du crâne. Donc, la craniectomie emporte la crête sagittale, vous voyez ici.
et l'os pariétal en avant de la lambdoïde et en arrière de la coronale. La crâniectomie péripariétale est asymétrique, plus étendue latéralement, c'est-à-dire du côté la synostose, dans le but d'élargir l'arrière du crâne plus que le front. Pourquoi? Parce que dans la scaphocéphalie, c'est la ceinture sagittale. Donc, on essaye de décomprimer bien et de laisser surtout, bien sûr, toujours laisser de la place de part et d'autre du sinus longitudinal et paramédiane. L'excision du périocé recouvert la crête médiane avant et de coller le sinus sagittal. L'exposition du sinus sagittal et coagulation des veines transosseuses pour éviter bien sûr la déplétion sanguine, parce que chez le nourrisson, chez le petit enfant, le nourrisson, la déplétion sanguine est très dangereuse. Donc on peut perdre un malade rien que pour la déplétion sanguine. L'hémostase et fermeture des plans fil par fil. Donc on fait une crâniectomie, vous voyez, de part et d'autre. Et on laisse ici de part et d'autre les deux os pariétales de part et d'autre. Ce qu'on appelle la crâniectomie en H. Vous voyez, on essaye de faire une décompression, tout le sinus longitudinal supérieur, pas complètement, c'est à partir de la ceinture coronale jusqu'en arrière. On fait ici une décompression entre la ceinture lambdoïde et ici un tout petit peu en frontal, en bas. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire, d'enlever, afin de laisser de la place. Donc, dans la crâniectomie, on laisse de la place. Dans la crâniosténose, on fait une crâniectomie pour laisser de la place à l'extension. Bien sûr, attention à la durnère et au sinus. Bien sûr, on va compléter par la suspension et par la mise en place de surgicelles. Les complications, c'est les lacunes interpariétales et la fermeture secondaire de la coronale. On peut être amené c'est-à-dire qu'il y a toujours la réossification qui peut se faire rapidement, donc il y aura une refermeture. Mais si on fait une crâniectomie assez large, de 3 cm, je pense que ça donne de très bons résultats. La transposition du volet, c'est l'indication opératoire habituelle pour les scaphocéphalies classiques à partir de 9 mois, avant 2 ans. Donc, avant 4 mois, on préfère faire une crâniectomie en H. Mais après l'âge, quand ça dépasse les 4 mois, 6 mois, on est obligé à pratiquer ce qu'on appelle les volets de transposition de volets. Et là, c'est à partir de 9 mois jusqu'à 2 ans, on va faire ce qu'on appelle les transpositions de volets. C'est-à-dire, on fait des volets, on essaye de les déplacer. Donc, l'incision, c'est une incision toujours bicoronale. Donc, on doit exposer je vous ai dit, tout le crâne. Et on va essayer de faire des trous de trépas avec une crâniectomie. Et on réalisera ce qu'on appelle des volets fronto-basales. Donc, rasant la ceinture coronale en arrière et le volet pariétal et paramédian en laissant ce qu'on appelle une signée de casque sur le sinus sagittal en dedans, passant 1 cm au-dessus de la ceinture pariéto-squameuse latéralement. Le volet frontal et les 2 hémivolets sont repositionnés sur le rebord orbitaire. Donc, on va laisser plus d'espace et on va créer ce qu'on appelle une transposition des volets. C'est dans ce cas-là, on fait des volets de part et d'autre. Donc, c'est une chirurgie qui est très lourde et elle prend beaucoup de temps. Donc, on va essayer de transposer les volets de ce côté au niveau de la région frontale et on va réaliser d'autres volets au niveau de la région pariétale. Et la fixation des mi-volets frontaux sur le rebord orbitaire se fait par des fils d'acier afin de bien recréer l'arcade orbitaire. Là, c'est le suivi d'un patient qui a été opéré. Regardez par rapport à comment il était maintenant quand il est revenu. La trigonocéphalie, je vous dis, c'est la ceinture métopique. Aussi, c'est une chirurgie qui se pratique habituellement à partir de 9 mois. Il s'agit d'une intervention à double équipe permettant de remodeler le bandeau orbitaire, c'est-à-dire la dépose orbitaire, orbito-frontale, et
et le galbe frontal. C'est-à-dire, on doit faire ce qu'on appelle la dépose fronto-orbitaire, parce qu'une fois qu'on fait une craniectomie ici, on doit aussi élargir de ce côté-là et on doit reconstruire ce qu'on appelle le rebord orbitaire. Craniectomie fronto-orbitaire pour le trigonocéphalée, c'est un cas, voilà. Je vous montre comment on fait. On fait 2 volets et on essaie d'enlever toute cette arcade orbitaire, ce qu'on appelle la dépose fronto-orbitaire, et la reconstituer. Ici, c'est un cas, voilà. On essaie de reconstruire le bandeau orbitaire de la craniotomie des 2 côtés. Ici, ce sont ce qu'on appelle les bandeaux orbitaires. Donc, le décollement dural au niveau des 3 orbites, c'est la désinsertion des sutures fronto-orbitaires sphénoïdales, exposant le ptérium, et on dépose le bandeau frontal en portant le pilier orbitaire externe. Le bandeau frontal séparé par 2, refixé par une rotation selon l'axe oblique, et sinon on avance sur le coin orbitaire. Donc là, il faut faire un plan avant d'aller opérer la craniosténose, parce qu'aller directement opérer une craniosténose, il faut avoir comment on doit faire la transposition des volets, et on doit savoir surtout comment reconstruire le toit orbitaire, même si je fais la dépose fronto-orbitaire, parce que là, il faut faire un agencement entre le lobe frontal et l'arcade orbitaire. Ici aussi, c'est un cas de la trigonocéphalie. On essaye de faire toujours des transpositions. La plagiocéphalie, c'est la suture d'une seule suture coronale. Et on fait toujours la même chose, c'est un dépôt de bande frontale bilatérale asymétrique en portant le pilier orbitaire externe du côté synostosé. Mais si on voit qu'on n'arrive pas à joindre les deux de ce côté, on peut faire un volet bifrontal des 2 côtés. C'est comme si on l'avait fait pour la trigonocéphalie et faire un agencement avec l'avancement du toit de l'orbite. Ici, c'est la même chose, vous voyez, parce que regardez, il y a un vide qui se constitue ici. Donc, on avance le lobe frontal des 2 côtés, et ça, c'est la reconstruction du toit de l'orbite. On doit la reconstruire et on doit la coller en bas, bien sûr, par du fil d'acier, et on peut même être amené à faire des plasties. Si c'est un cas de plagiocéphalie, on a fait ce qu'on appelle des petits bandes osseuses afin toujours l'agencement au niveau de la région frontale. La déformation crânienne positionnelle, c'est le seul traitement validé et le positionnement correct de l'enfant sans appui occipital. Donc, il est indiqué surtout avant 4 mois, parce qu'après 4 mois, ça devient aussi très difficile, et on doit reconstituer ce qu'on appelle à faire des volets osseux, c'est-à-dire la déposition des différents volets osseux. L'oxycéphalie, qui, je vous ai dit, qui est d'urgence extrême et que ça donne syndrome d'hypertension artérielle. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle un remodelage frontal, donc frontal et pariétal, avec expansion crânienne et correction. Donc c'est une technique aussi qui est très lourde, qui demande beaucoup de reconstruction, c'est-à-dire beaucoup de réflexion, parce que l'oxycéphalie, quand ça touche une seule suture ou 2 sutures, on peut être amené à la faire, nous, neurochirurgiens seuls, mais si elle est accompagnée avec d'autres malformations, on peut être appelé à d'autres chirurgiens de nous assister. Donc ici, surtout, il y a la malformation nasale, donc on peut être amené à appeler les gens d'ORL à nous assister afin de reconstruire la région fronto-nasale en même temps, où nous, on fait notre côté, après eux, ils reprennent le malade pour poursuivre leur chirurgie, et la reconstruction frontonasale n'est pas facile.
Ici, vous voyez, on fait un avancement du lobe frontal. Après, on fait une petite aussi placie osseuse dans l'espace vide, afin de faire un avancement du lobe frontal avec l'arcade orbitaire. La brachycéphalie, c'est le but de traitement, c'est la décompression cérébrale, la restauration morphologique harmonieuse de la chirurgie, donc pour objectif d'avancer le front et le rebord par rapport au rebord orbitaire et le rebord aussi de l'agence, de le faire avancer. Parce que je vous ai dit, dans la brachycéphalie, il y a un aplatissement total du front frontal et de l'arcade orbitaire. Donc, elle est nécessaire dans les premiers mois de la vie. On réalise ce qu'on appelle une craniectomie périfrontale avec une décompression en antérieur. Vous voyez ici, de part et d'autre, on fait une décompression avec une interpariétale et périoccipitale. Donc, ici, on fait toujours une décompression, une craniectomie plus ou moins élargie. Le volet frontal dans les craniosténoses, dans la brachycéphalie, on fait un volet frontal basal. Après, on va faire le bandon frontal. C'est ici le bandon frontal. Ici, c'est le volet frontal. Ici, c'est le bandon frontal. Et il emporte deux pattes en dedans de la région frontotemporale, puis permettant de reposer en avançant et en syphose. C'est-à-dire, on essaie d'incurver l'os et il est refixé au niveau des branches frontomalaires. Le volet frontal est ensuite reposé, fixé sur le bandon et parfois retourné à 180 degrés. C'est-à-dire, on le fait complètement contourner. Ici, vous voyez, on fait ce qu'on appelle un remodelage, surtout de l'os fronto-pariétal et temporofrontal. Et bon, pour la région pariéto-temporale, on fait seulement, on les retient bas avec un fil d'acier. Mais ici, c'est complètement un remodelage qui se fait avec une craniectomie. Voilà. Vous voyez? Le remodelage frontal a pour but de redonner un galbe harmonieux du front. C'est très important parce que c'est esthétique, qu'on veut pas. Donc, il faut donner cet aspect des deux bosses frontales et au départ très haut et large. Chez le petit nourrisson, la métopique est souvent perméable dans la brachie, bien sûr, et contribue à l'élargissement du front. En séparant les deux volets frontales, on peut reconstruire superposer les deux hémifronts en imprégnant une courbure plus harmonieuse dans le plan frontal. La pachycéphalie, je vous ai dit, elle est très rare. On va faire ce qu'on appelle une craniectomie périoccipitale. Donc, on met en place ce qu'on appelle une cranioplastie d'expansion du pôle postérieur. Elle est accompagnée, je vous ai dit, d'arlonschiarie et d'hydrocéphalie. Donc, on peut être amené à faire une décompression du foramen et faire une dérivation ventriculo-péritoniale. Et la décompression en crâne de trèfle, c'est une craniectomie qui se fait avec, si elle s'accompagne avec d'autres malformations dans l'hydrocéphalie, on fait une vague de dérivation. Et dans le syndrome, le contexte syndromique, il faut donc réaliser une incision versatile qui permet d'accéder tant à l'avant du crâne qu'à l'arrière du crâne. Cette incision qui nous permet de faire un agencement en avant et un agencement en arrière. Donc cette incision de carnus exposition en sous-glabial jusqu'à le rebord orbitaire, c'est-à-dire on doit rabaisser le scaphe jusqu'à le toit de l'orbite, et on fait une trépanation à la curette en région paramédiane, craniectomie à la gauche. Donc faire une craniectomie tout le long du sinus et de part et d'autre des sinus coronales. Là, c'est un cas d'aspect en trèfle. On essaye de décomprimer de telle façon pour ramasser l'aspect de trèfle. Donc, on fait une décompression de part et d'autre, c'est-à-dire on suit les sutures coronales et sagittales et on essaye de ramasser la tête qu'elle soit harmonieuse.
c'est-à-dire on enlève l'aspect de trèfle bonbonné des deux côtés. Donc on fait ce qu'on appelle une craniectomie de part et d'autre de la suture sagittale. Et on fait un petit pansement bien serré afin de ramasser les deux côtés de la région temporale. Pas très très serré, mais un petit peu serré les premiers temps. Après, on commence à relâcher. Les problèmes chirurgicaux et les complications chez le nourrisson. Premièrement, c'est les critères résultants, c'est la réduction du périmètre crânien, diminution de l'HIC, c'est-à-dire les signes d'empreinte, la détente de la grande fontanelle, c'est ça, c'est l'HIC, le développement psychomoteur de l'enfant, et bien sûr, l'imagerie, si elle montre l'hydrocéphalie, il faut valver, et donc il faut décomprimer, donc éviter aussi les engagements tensillaires, l'amélioration de la morphologie, surtout du glabre frontal, surtout dans les malformations, ou surtout la malformation elle est plus au niveau de la région antérieure. Et si nécessite la réintervention n'est pas réellement un critère. Il s'agit le plus souvent, c'est-à-dire pour reprendre une craniosténose, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est ce qu'on appelle quand on tente la première intervention, il faut faire le tout pour le tout. Les problèmes posés en complications, c'est-à-dire les complications d'une craniosténose, il y a les complications, premièrement, on peut avoir des problèmes chirurgicaux sur le volet osseuse, décollement de la base surtout, au niveau de la base du crâne, c'est très très difficile, et aussi la suspension de la dure nerf. Les complications péropératoires, on peut avoir des plaies des sinus, et c'est un saignement qui est redoutable. La fistule du SR, c'est-à-dire blesser la dure nerf. En post-op, on peut avoir un problème d'hémostase, problème infectieux, s'il y a une fistule qui reste et qui persiste, donc il y a un risque infectieux. Et on a surtout, si on y va vers la base, surtout au niveau de la base frontale, il y a un risque de la rhinorrhée. Donc, quand on dit risque infectieux, on travaille avec l'os, donc le premier risque, c'est l'ostéite à long terme, et les crises d'épilepsie. Donc, les crises d'épilepsie, bien sûr, la chirurgie, c'est pour la prévention des crises d'épilepsie. Quand il y a HIC, systématiquement, on peut parler de crise d'épilepsie, mais avec l'infection, avec toutes les complications, on peut provoquer un état de mal épileptique post-opératoire. Le timing, c'est très important. Il faut accorder les premières années de la vie. Donc, il faut donner, je vous ai dit, le maximum les premières années de la vie en cas de craniosténose. La craniosténose est une pathologie fréquente dans notre pays, en particulier l'oxycéphalie, et la scaphocéphalie et la brachycéphalie. Ce sont surtout ces trois cas qu'on voit souvent dans notre pays. Et plus grande des pourvoyeurs des complications ophtalmologiques, parce qu'ils ne sont pas pris en charge dès le début. Et il y a beaucoup on dit il est comme le papa ou comme la maman, c'est tout à fait normal qu'il a une tête déformée, alors que l'enfant souffre, il a un syndrome d'HIC, donc ça retentit systématiquement sur la vision, donc ça entraîne ce qu'on appelle une perte de la vue. Et sa prise en charge est précoce, ce qui suggère une collaboration étroite des différents spécialistes médicaux et chirurgicaux. Et je vous remercie.